filmer la rencontre pour leur expliquer c'était quoi les mesures d'hygiène à mettre en place. Qu'est-ce qu'on savait à ce moment-là qui pouvait s'en venir, c'est quoi les ressources qui étaient disponibles. Fait qu'on on a tout travaillé ça, puis on se souvient que le 13 mars, en début d'après-midi, dans le point de presse de M. Legault, il a annoncé que les écoles et les garderies fermaient pour 2 semaines. Fait que, veut pas, nous autres, sur la quantité de monde, on a quand même une équipe assez jeune. Fait que tout le monde a des jeunes familles. Fait que ça crée beaucoup d'incertitudes dans toute l'équipe. Fait que, au travers de ça, on a fait un communiqué résumé pour que tout le monde ait l'information. Durant la fin de semaine, une fois que le monde avait décanté un petit peu, on a créé un sondage pour toute notre gang pour voir qui avait des problématiques avec les gardes, pour leurs enfants, veut pas, qui ne pouvait pas se présenter au travail, qui avait des symptômes, qui pensait avoir été en contact, pour essayer de commencer à rapatrier toute cette information-là, parce que veut pas, c'est de l'information qui va être cruciale pour le futur aussi, là, pour être capable de repartir les opérations plus tard. Fait que ça a été un peu le réflexe qu'on a eu le 13. Après ça, dans la journée aussi, on avait été chercher qu'est-ce qui restait de disponible en ville de trucs pour désinfecter, pour que les gens puissent se laver les mains, être capable de faire plusieurs stations, être capable de tout nettoyer. Fait qu'on a mis ça en place à partir du 13, rendu environ au milieu de la semaine du 16, si je ne me trompe pas. Ouais. Au milieu de la semaine, jusqu'à là, on était encore ouvert, on laissait le monde venir. On avait mis en place des choses pour garder la distance, puis pour que les clients qui venaient de l'extérieur puissent aussi se désinfecter. Puis au milieu de la semaine, là, étant donné que la pénurie de tout ça commençait à se faire sentir, on a fermé l'accès à tout ce qui était client externe. On a seulement gardé l'accès pour notre personnel. Fait qu'en gros, ça résume le 13 puis le début de la semaine du 16. Merci, Patrick. Oui, c'est parfait. Chez Coboom, à Montréal, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces annonces-là? Nous, ça a quand même bougé assez rapidement le 13. En fait, moi, le 12, quand ils ont annoncé, en fait, comme quoi que ça devenait très sérieux puis que le 13, les écoles étaient fermées, pour nous, ça a été vraiment un élément déclencheur de dire que c'était le début d'un domino. Clairement, pour moi, ça a été un peu... J'étais en atelier, moi je me souviens, le 13, j'étais en atelier avec un client, on était 25 personnes. On était dans un rassemblement, là, on était comme bon, OK, on va se laver les mains, on se tient à une distance, mais c'était quand même quelque chose. Je voyais les clients qui étaient en train de gérer leur plan de continuité. Puis nous, de notre côté, je me souviens parce qu'avec mon père, parce que moi, je travaille avec mon père, on est une entreprise familiale, puis on est associés. Le samedi, on s'est échangé des lectures, on lisait sur tout ce qui sortait, tu sais, on a essayé de comprendre beaucoup. Tu sais, moi, mon premier réflexe a été d'essayer de comprendre la situation mondiale, qu'est-ce qui s'est passé en Chine, qu'est-ce qui se passe en Italie, qu'est-ce qui se passait d'un point de vue économique. Puis le dimanche, on s'est réunis, nous, 9 heures au bureau à Montréal. On s'est réunis, mon père et moi, puis là, c'était OK, c'est quoi le plan de contingence? C'est quoi le plan de continuité? C'est quoi tout ce qu'il y a à faire? Puis rapidement, on est tombé dans les chiffres. Moi, mon profil de personnalité, c'est que quand il y a une crise, en fait, je réagis extrêmement bien, moi, en situation d'urgence. Donc, j'ai la chance d'avoir ce profil psychométrique-là qui fait en sorte que je suis vraiment confortable dans une gestion de crise. Donc, j'ai fait le flux financier, puis on en est venu qu'il fallait couper la moitié de l'équipe. D'un point de vue, c'était même pas d'un point de vue activité. Nous, on n'a pas pris parce que, tu sais, nous, tout peut se faire en vidéoconférence. Donc, on a cette chance-là, on a tout le setup. Mais moi, je regardais mes prévisions puis je me disais, OK, si je veux protéger le flux financier, parce que moi, 44% de mes coûts sont des salaires. Et il fallait que je coupe la moitié de l'équipe. Donc, lundi matin, le 16, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, ça a été une rencontre super émotive parce que les gens de notre côté, nous, comprenaient pas
pourquoi, tu sais, nous, on était une semaine en avance, là, tu sais, par rapport à ce qui est annoncé, mais nous, Jean-Pierre et moi, on était comme, nous ne sommes pas une activité essentielle. Donc, c'est sûr que nos activités vont réduire. Puis même si on a de la job pour 9 personnes cette semaine, c'est sûr que la semaine prochaine, ça sera pas ça, que ça sert à rien de faire comme si de rien n'était, qu'on a pris des grosses décisions qui ont été pas faciles, mais honnêtement, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est très compréhensive, puis qui s'est serré les coudes. Puis nous, on a mis en place vraiment, le lundi, ça a été vraiment, bon, ben qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le transfert des clients? C'est quoi le flux financier? Est-ce qu'on a des besoins de marge de crédit? Faut-il faire les demandes? Tout ça a été demandé, les congés de moratoire. Lundi, là, moi, ça a été une gestion administrative complète à appeler à la RBC, à Banque Scotia, partout, pour être sûr qu'on soit guéri. Puis mardi, tu sais, moi, ça a été, en fait, je te dirais, c'est pas tant le 16 qui a été plus difficile, ça a été l'annonce subséquente de tous les jours qui ont suivi parce que le plan change continuellement. On était prêts, mais tu sais, l'information était toujours à mettre à jour. Donc, pour moi, ça a été plus cet élément-là qui a été difficile que le 13 en soi. Ça a été le changement continuellement, tu sais, de rouler un pied en dedans et un pied en dehors tout le temps, là, ça a été le plus difficile. Merci, Catherine, c'est intéressant. Martin, comment ça s'est passé pour Martin et Ganka aussi? Ben, écoute, je vous écoute, là. Nous autres, dans le fond, je trouvais ça parfait, là, les points de presse, puis toute l'histoire là, de la... Moi, le sanitaire, là, je comprenais, là, mais nous autres, on était feedés par nos Chinois. On avait beaucoup de nouvelles d'eux autres. Ils nous envoyaient beaucoup de WeChat là, à savoir ce qui se passait là-bas. Fait qu'on était quand même un peu au courant de ce qui s'en venait. On voyait pas ça gros comme ça, mais bon. Nous autres, le premier réflexe a été de vérifier le taux de change parce que nous, le taux de change nous impacte terriblement. Fait que ça a été de voir comment on avait d'argent US de sécuriser de notre bord pour nos achats d'automne qu'on doit payer là, incessamment. Ça, c'est un enjeu de premier plan chez nous. Je vous dirais qu'ensuite, ça a été d'appeler les banques, d'appeler nos prêteurs. Toutes les histoires de moratoire, là, il a fallu se mettre là-dessus parce que, sincèrement, le feu était quand même pris pas mal. On regardait ça aller et on se disait, OK, ça ne sera pas petit. Là, même que moi, on est 3 chez nous, j'ai 2 autres actionnaires, mon frère, qui lui est plus analytique, plus peureux. Il y a Claudia, qui est la fille de l'ancien propriétaire, qui, elle, est très... je dirais qu'elle est entre les deux, un peu étant moi et mon frère, elle est analytique, mais elle a bien du outgoing. Puis moi, j'étais en avant au front avec la baïonnette, puis je suis prêt à tout, tu sais. So, il a fallu se concerter, là, parce que là, on avait des divergences d'opinion. Fait que quand on a tout eu, réglé ça, mis ça en place, là, comme je te dis, ça a été les banques de s'assurer que notre cash flow allait nous supporter jusqu'au mois de décembre s'il fallait, parce qu'on entrevoit ça différemment, nous autres. Comme je le disais précédemment, comme on vend des retailers, eux se sont mis à être ses breaks. Alors là, on avait des livraisons à effectuer. Là, eux n'étaient plus certains de prendre le stock. On a des gros comptes à recevoir. Donc, il y avait toute une gestion là, quand même assez complexe de l'histoire. Là. Puis là, moi, j'ai mis le sanitaire, je te dirais pas on the side, là, mais là, je me suis dit, c'est beau le lavage de main, mais là, il y a des choses intenses à régler avant. T'sais. Puis, écoute, on a fait ça, je pense, à date. En tout cas, ça va bien. Le monde se lave les mains pareil, là, soyez sans crainte. Il y a du pluriel partout, puis tout est correct. So, on en est là, là. Je vous dirais qu'on est encore là-dedans même. Là. Ce matin, je parlais avec des clients qui là, sont fermés carrément. Fait que c'est quand même de la gestion, là, de voir on fait quoi avec 25 palettes de stock qui s'en vont chez quelqu'un. C'est quand même peu commun. Bien, parfait. Merci beaucoup à vous quatre. J'ai des commentaires sur le site là, des gens qui nous écoutent, qui apprécient grandement, entre autres, le fait qu'ils partagent enfin des conversations avec des adultes, parce que ceux qui sont confinés depuis longtemps avec leurs enfants à la maison sont peut-être contents de voir des visages d'adultes. Puis je pense que ça rassure tout le monde aussi de... Ben, tu sais, quand on compare, on se console, il ne faut peut-être pas dire ça comme ça en ce moment, là, mais là, ils sont contents de voir que
la situation est partagée par d'autres entrepreneurs, mais qu'il y a moyen ou qu'il y a des actions qui peuvent être prises pour au moins faciliter un peu cette situation-là. La deuxième question va faire du pouce sur la première, c'est-à-dire que là, Bénédicte vous a demandé le 16, bien, le 13 et le 16, qu'est-ce qui avait changé pour vous? On est aujourd'hui mercredi le 25 et tout le monde sait très bien que lundi le 23, il y a eu une immense annonce. Et j'ai envie de vous demander, le 13, il y a eu un premier changement. Le 23, il y en a visiblement eu un deuxième. Qu'est-ce qui a changé pour vous ce 23 mars-là? Et une sous-question que j'aurais envie de vous poser, c'est que dans tout ça, en tant que leader, en tant que dirigeant, comment vous faites pour communiquer à vos équipes ces nouvelles informations-là? Là? Donc, le chemin qui se fait dans votre tête, puis ensuite, comment vous le communiquez avec vos équipes. Donc, qu'est-ce qui a changé pour vous le 23 mars dernier? Alors, on recommence avec Annie. Ben moi, le 23 mars, ça a été, je vous dirais, là, la suite du coup de masse. Parce que moi, le coup de masse, je l'ai eu le 22 mars. Quand le gouvernement a annoncé que les centres commerciaux devaient fermer, moi, ma boutique était déjà fermée, c'était pas ça le problème. Moi, le problème, c'était l'accès à mon commerce. Donc, à partir du 22 mars, tu sais, j'ai pas de porte, moi, extérieure au centre d'achat pour avoir un accès à mon commerce. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes systèmes informatiques? Qu'est-ce que je fais avec mon frigidaire? Qu'est-ce que je fais? Ça a été, je vous dirais, vous allez me dire, une mini-organisation, là. Mais moi, dans ma tête, là, ça me disait, j'ai plus accès à mon commerce pendant je ne sais pas combien de temps. C'est sûr qu'après ça, on a eu des discussions avec le centre d'achat, puis on en est venu à des ententes que oui, je pourrais éventuellement avoir un accès, mais c'est un accès qui va être contrôlé dans une période de temps. Donc, le dimanche, bien, il a fallu aller chercher des choses là-bas, puis tout ça. Le 23, ça m'a... je vous dirais que le 23, ça a été une journée très triste pour moi parce que j'ai réalisé, autant que j'avais réalisé beaucoup de choses le 13 et le 16, que là, j'ai réalisé que on était dans un... tu sais, on est des entrepreneurs, on est tout le temps... on se pose tout le temps 50 questions, on ne dort pas beaucoup ce temps-ci, on est tout le temps sur le gun, on est des gens d'action. Là, le 23, le lundi, là, j'ai vraiment comme... un peu comme une espèce d'annonce de cancer. Là, j'ai reculé sur ma chaise puis je me suis dit, hey, là, il se passe de quoi de grave? J'ai tout de suite commencé à penser, de quoi on va avoir l'air dans un an? Au niveau de la business, au niveau de la famille, au niveau des êtres humains qui veulent plus se voir, qui veulent plus se toucher, qui restent confinés à la maison. J'ai eu une énorme réflexion, je vous dirais, personnelle sur la question. J'ai tout de suite contacté ma gang. Bon, vous relevez d'emploi, avez-vous des nouvelles du gouvernement? Êtes-vous correct? Il se passe quoi de ce point de vue-là? Puis depuis ce jour-là, depuis le 23, j'ai réalisé qu'il fallait que je sois en continuelle discussion avec ma gang, les sécuriser, être là pour eux autres. C'est des petites mamans de famille, c'est des personnes âgées, c'est des dames qui sont chez elles, savent pas trop. Il y en a une, elle ne peut pas aller faire son épicerie, elle a 70 ans, fait que c'est tout ça là, qu'il faut essayer d'être là pour nos employés. Nous, ben, on est l'entrepreneur, hein? On est celui qui est en haut, fait que c'est nous autres, il faut qu'ils tiennent ça sur nos épaules. C'est comme ça que je me sens actuellement, je vous dirais. Merci beaucoup, Annie. Patrick? Le 23, c'est sûr, ça a été, je pense, une surprise, dans le sens que nous autres, dans notre tête, on s'attendait qu'il nous restait peut-être au moins une semaine en avant de nous autres avant que ça arrive. Donc, à 1 heure après le point de presse, on a fait une rencontre d'urgence. Comme je disais, on avait dans notre tête qu'on avait la semaine pour être capable de finir de peaufiner tout ce qu'on avait à préparer. Ça a bousculé les choses, mais en même temps, dans un certain sens, je pense que ça va avoir enlevé aussi beaucoup de
sans dire d'anxiété, mais de crainte chez les travailleurs aussi, parce que je veux pas, plus que ça allait, plus que ça se parlait, plus que le monde se questionnait sur c'est quoi les vrais risques. Puis au travers de ça, aux nouvelles, bon, ben, ils parlent toujours du combien qu'il y a de nouveaux cas, puis y en a-tu proche de chez vous, puis qui est infecté. Fait que veux pas, je pense que ça craint, ça amène beaucoup de crainte chez les gens. Fait que nous autres, le 23, après l'annonce, on a fait une rencontre, puis on a pris la décision, étant donné qu'on n'est pas dans les services essentiels de base, on a pris la décision d'arrêter les opérations après notre quart de soir qui se termine à 2 heures du matin. Fait que lundi à 2 heures du matin, on a arrêté les opérations. Dans l'après-midi, pour que tout le monde puisse ventiler un petit peu, on a fait une rencontre avec tous nos employés qui étaient présents sur le site dehors pour être capable que tout le monde ait de l'air à respirer et puis être capable d'avoir assez d'espace entre chacun de nous. Fait que, on a terminé la journée comme ça. Hier matin, on a fait une rencontre. Là. La particularité de Metal Marquis, on est un groupe de 14 actionnaires. Fait que les actionnaires et les personnes clés côté administratif, on s'est tous rencontrés. On a fait notre plan de match, qu'est-ce qu'on devait faire, comment qu'on le faisait. Fait que suite à ça, Marie-Pierre, tu demandais comment qu'on communique. Nous autres, les moyens qu'on a utilisés, on a un groupe privé Facebook qu'on a. Il manque seulement, je pense, 2 ou 3 personnes qui n'ont pas Facebook. Fait eux, on leur transfère par courriel. Mais sinon, c'est par là qu'on passe les communications. On essaye d'amener ça le plus clair possible dans tout ce qui sort partout aux nouvelles, sur les réseaux sociaux, ces sites gouvernementaux. On essaye de tout ramener ça le plus clairement possible, puis on partage l'information avec notre monde. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'environ tous les 2 jours, on ferait une petite capsule pour tenir notre monde informé, puis les informer de ce qui arrive avec les gouvernements, puis au Québec, entre autres, mais aussi pour les décisions que l'entreprise va prendre. Au travers de tout ça, on a donné beaucoup d'informations aussi à nos gens pour le côté financier. On ne se cachera pas que pour les entreprises, présentement, c'est les liquidités qui sont le plus important. Puis c'est la même chose côté personnel pour notre monde. Fait que c'est pas tout le monde qui est à l'aise là-dedans. Fait que ça aussi, on a monté là, des petits one-pagers là, que ça l'explique bien, puis avec les contacts que le monde peut avoir besoin. Fait que pour l'instant, là, ça représente c'est quoi les canaux de communication. Puis au travers de ça, on s'est créé un courriel unique pour que toutes les questions passent par là de nos gens pour éviter que tout se promène partout sur Messenger puis que n'importe qui ait des questions puis que les réponses. Je veux pas tout le monde qui reçoit une question aime y répondre, mais c'est important aussi de se concerter puis que la ligne de pensée soit respectée aussi de l'entreprise. Fait que on a créé une adresse courriel unique que certaines personnes reçoivent les questions, puis si on a besoin d'en discuter, on se parle pour être capable de donner la réponse à notre monde. C'est un peu comme ça qu'on a organisé cette partie-là là, à partir de l'annonce de lundi à midi. Merci, Patrick. On voit déjà que dans 2 structures d'entreprises différentes, il y a des similarités au niveau de vos réactions et de vos communications. Merci. Catherine? Oui, bien, nous, le 23, en fait, ben, ça a été, c'est un drôle de mélange d'émotions, là. Ça a été pas une surprise du tout parce que moi, je m'attendais à ce que ça arrive, c'était plus le cas, mais ça a été un chamboulement émotif d'un point de vue humain parce que nécessairement, étant donné qu'on n'est pas une activité essentielle, ben ça voulait dire qu'il y avait nos activités allaient être réduites au maximum parce que nécessairement, nos clients, on a peut-être 20 de nos clients sont dans des activités essentielles puis que les activités sont maintenues, mais 80 sont dans des activités dites non essentielles et ça allait arrêter. Donc, ce qui voulait dire aussi d'autres mises à pied temporaires.
sur le coup, ça a été, pour moi, ça a été comme un soulagement parce que rouler un pied en dedans puis un pied en dehors, c'est tellement difficile. Puis je sentais que mon équipe qui était encore présente en télétravail commençait à être vraiment fatiguée parce que les gens ont bien beau dire que c'est le fun le télétravail. En réalité, c'est très dur mentalement. Ça demande beaucoup de concentration avec des enfants qui demandent, tu sais, comme moi, ma belle-fille qui était là à côté de moi à me demander des fraises pendant que j'essayais de faire un rapport. Donc, ça demande beaucoup de concentration, ça demande de la patience, ça demande de se lever, de s'habiller, que habituellement on le fait automatiquement, mais ça demande vraiment une résilience qu'il n'y a pas habituellement, qu'on ne peut pas avoir en se déplaçant. Donc, tu sais, il y avait une fatigue. Nous, on l'a annoncé. Moi, ce que j'ai fait, c'est que le 23, on a collé un appel à 17h pour tout le monde, incluant les personnes qui étaient déjà mises à pied. Puis tu vois, les personnes, il y a certaines, celles qui restaient, il y en a qui ont réagi vraiment différemment, mais sur le coup, c'est un choc. Je pense que comme entrepreneur, nous, même si on est extrêmement transparent, on communique beaucoup, Jean-Pierre, lui, il voyait venir depuis quelques jours déjà, puis il communiquait aux filles déjà beaucoup, mais tu sais, entre le savoir et le vivre, c'est deux choses complètement différentes. Que l'équipe, moi, ce qui m'a fait le 23 au soir, ça a été plus difficile. L'entrepreneur en moi était soulagé, mais l'humaine en moi avait beaucoup de peine parce que mettre à pied toute son équipe, qui est une équipe de feu, c'est vraiment triste parce que tu te dis, j'espère qu'ils vont rester. Puis, tu sais, au final, le lendemain matin, c'est comme, il y a eu quelques larmes de versées, mais le lendemain matin, l'humain est quand même surprenant. Les filles étaient pratiquement contentes d'aller en chômage parce qu'ils voyaient que tous leurs amis le sont aussi. Puis c'était pratiquement plus difficile pour elles de vivre je travaille pendant que tout autour est arrêté que de continuer à travailler. Que ça a été vraiment drôle parce que, au contraire, autant que l'énergie était triste lundi soir, que l'énergie pour nous, mardi matin, ça donnait le goût à Jean-Pierre et moi d'être en arrêt, nous aussi. C'était vraiment drôle parce que les filles étaient comme, OK, je me suis fait ma to-do list de ce que j'ai à faire, apprendre, tu sais, peaufiner mon anglais. Tu sais, il y avait une liste de choses à faire qu'on était comme, bon, ben finalement, ça a l'air presque plus le fun. Mais honnêtement, 23, ça a été très, très difficile émotionnellement. 24, ça a remonté. Puis tu vois, hier, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on garde vraiment des touchpoints très, très, très fréquents. Des visioconférences, et nous, on a une plateforme qui s'appelle Workplace, qui est Facebook pour entreprises, que toutes nos communications ont lieu quotidiennement là. Mais ce qu'on s'est planifié, c'est qu'avec toute l'équipe, à chaque environ, alternance aux 3-4 jours ouvrables, on allait faire une visioconférence d'1h30 pour vraiment, tu sais, un peu comme les pauses café, là, mais là, vu que tout le monde est en pause congé, on n'a plus besoin de les faire aussi fréquemment. Seulement avec l'autre équipe, on le faisait 2 fois par jour, le matin puis en fin de journée. Là, ce qu'on va faire ensemble, ça va être le vendredi. Puis tout le monde se connecte. Puis, tu vois, lundi après-midi, tout le monde était connecté. Vendredi, j'ai l'impression que tout le monde va y être. Pour nous, c'est super important de garder un contact visuel. Pas juste donner de l'information, mais d'en recevoir aussi. Parce que pour moi, ça me donne un pouls différent que dans ma tête d'entrepreneur qui voit les choses de façon très, très, très optimiste. Donc, voilà. Merci beaucoup, Catherine. Martin? Bien, pour nous autres, je vous dirais, le 23, ça a été, my God, ça a vraiment été le désastre. Là, quand on a vu ça, là, on s'est assis et on a dit, bon, premier réflexe, ça a été de dire, est-ce qu'on peut être un service essentiel? Et à notre grande surprise, on s'est auto-déclaré service essentiel. On a trouvé quelque chose dans nos produits. On vend des corps policiers, on vend des municipalités, donc on s'est dit, parfait, on va surfer là-dessus. On voulait absolument rester ouvert. Par contre, comme on vend, encore une fois, je vous le dis, à des retailers et des distributeurs, bien, il n'y avait aucune rentrée d'argent. Tout le monde fermait. Donc, pour nous autres, ça devenait compliqué. La majorité de nos clients, 95% de nos clients sont fermés. Donc, chez nous, on a un département de développement. Donc, des filles qui s'occupent de tout le développement des produits, autant du design que du placement de commandes, du développement de A à Z, dans le fond. Et ça ne pouvait pas arrêter parce qu'en Chine, on développe 8, 9, 12 mois d'avance. Donc, on ne pouvait pas arrêter le développement de tous les produits de nos clients. Donc, ce département-là restait ouvert. Le receiving, nous, on reçoit des containers pratiquement tous les jours. Il fallait que ça reste ouvert aussi parce que ça ne l'arrête pas.
Donc, on s'est dit, on va trouver une façon de rester fonctionnel. Fait qu'on est resté encore aujourd'hui opérationnel. Ce qu'on a fait, des meetings en petits groupes et on a demandé à ceux qui désiraient partir, parce qu'il y en a qui ont de la misère à vivre avec ça, la pression, tout ça, donc la pression d'être contaminé. Donc, ces gens-là sont partis de leur propre chef. C'était bien correct. C'était bien parfait. Et là, on fonctionne avec une équipe réduite, mais écoutez, sincèrement, on s'en tire quand même pas pire. C'est-à-dire qu'on a des petites commandes journalières quand même, on reçoit des containers, on fait nos affaires. Business agit au jour avec une plus petite équipe. Bien entendu, ce qui est vraiment tough, c'est qu'on n'a pas non seulement de repeat journalier, mais on n'a pas d'entrée d'argent. Donc, nos clients ne vendent pas le produit qu'on leur a livré. Ça devient un peu compliqué. Mais tous les jours, on a une petite réunion avec le staff, on se pose des questions, le staff nous en pose. C'est sûr qu'on veut rester ouvert le plus longtemps possible, mais là, on verra avec les nouvelles mesures annoncées prochainement. Merci beaucoup, Martin. Martin, merci à vous quatre. Je veux juste, avant que Bénédicte vous pose la prochaine question, je veux juste faire un retour. J'ai pris en note ce que je retenais de vos communications. J'ai noté 3 mots que je pense vous unissent, puis j'ai l'impression que ça va parler à plusieurs personnes. J'ai noté agilité, contrôle et empathie. C'est les 3 mots que j'ai notés dans ce que je retiens de vos différentes stratégies de communication, que ce soit dans la fréquence, dans la régularité. Tu sais, Patrick, tu disais à tous les jours, Catherine, aux 2-3 jours, je parle à mon monde. On voit beaucoup dans les médias en ce moment là, ce qui se passe avec nos 2 points de presse quotidiens. C'est ça aussi. Là. Les opinions peuvent diverger sur les 2 points de presse, mais la fréquence, la régularité, le contrôle, puis l'empathie, je vois ça chez chacun d'entre vous. Fait que c'est les 3 choses que j'ai notées. Fait que merci Bénédicte de m'avoir laissé faire mon petit retour. Puis je te laisse la 3e question. Yes, merci Marie. Tu sais, avant de passer à la question, c'est vrai ce que Marie apporte, puis je pense que de plus en plus, on essaie d'apporter des lieux, des environnements de travail qui sont de plus en plus humains. On parle beaucoup de communication empathique, puis je pense que cette crise-là prouve l'importance de mettre ça à l'avant-plan parce que les gens qui travaillent chez nous, tu sais, j'ai une entreprise manufacturière avec mon frère et mon père, puis tu sais, de devoir mettre ces gens-là à pied, c'est une chose, mais il faut s'occuper de soi en tant qu'entrepreneur pour garder une santé physique et mentale respectable à travers tout ça. Mais il faut aussi s'occuper des gens de nos équipes parce qu'il y en a beaucoup qui vivent, la belle expression, à la dernière scène. Fait que comment est-ce qu'on peut les accompagner? Comment est-ce qu'on peut les aider, lui donner des trucs? T'sais? Fait que il y a comme tout ça aussi, je pense, qui rentre dans la communication en tant qu'entrepreneur, là, puis de pouvoir le communiquer fréquemment, puis être là aussi en support à nos gens. Donc, super intéressant. Merci pour vos partages. J'aimerais savoir, Marie t'a nommé l'agilité, je vais faire du pouce là-dessus. Une situation comme ça demande d'être plus agile que jamais. Dans un contexte où là, on a des informations au compte-gouttes à chaque jour et qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, comment voyez-vous le futur de vos entreprises? Annie? Bien, moi, je vous dirais que pour moi, on est une petite entreprise, c'est certain, mais qui pour moi est ma vie, tu sais, en quelque sorte. Donc, moi, le futur de mon entreprise actuellement, je vous dirais que mon minding se fait, mais change à tous les jours parce qu'il y a tout le temps des nouvelles valeurs. Je ne peux pas te dire aujourd'hui comment je le vois dans un an. J'ai une idée de comment que je me vois. Je nous vois différents. Je me vois différente. Je vois ma business différente aussi. La gestion de mon inventaire, je la vois différemment. Je pense à toutes sortes de choses qui, aujourd'hui, me questionnent sur la nécessité de certaines choses. Je fais du pouce là-dessus, dans le sens où c'est difficile de dire dans un an, on va être là parce que les données changent tellement à tous les jours
Puis les impacts sur nous, en tant que société, changent à tous les jours aussi. On apprend des nouvelles choses. On sait qu'on est solidaire, qu'on veut s'entraider, qu'on est des gens humains. On tient en compte tout ça, mais d'un point de vue business, qu'est-ce que ma business va avoir de l'air dans un an? Je souhaite ardemment qu'elle soit évoluée, plus évoluée, dans toutes sortes de sphères. Merci. C'est intéressant parce que, tu sais, on a beau se poser des questions, on a beau virer ça dans notre tête, mais comme tu le dis, c'est difficile de pouvoir faire une projection de ça parce que, évidemment, ça change à tous les jours. Toi, Patrick, comment ça se vit, ça, ce changement continuel-là chez toi? Je dirais chez nous, la gestion du changement, c'est à la base, avant que tout ça arrive, ça faisait partie de notre quotidien. On est avant tout une entreprise de service avec du monde extrêmement agile. On se doit de faire des rencontres tous les jours pour planifier notre production parce que on est beaucoup au service de nos clients, les choses changent vite, les priorités changent vite. Fait que ça fait déjà partie de notre ADN d'entreprise. Avec tout ça, je pense que la clé, puis c'est la clé dans tout, c'est la communication. Comment on fait pour garder notre monde informé puis avoir les bonnes informations pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions? Je pense que ça va être le défi dans ça. Puis c'est ce qu'il faut qu'il soit fait pour rester unis. Puis je pense qu'en gardant nos gens informés régulièrement, ça va aussi aider à garder le lien d'appartenance puis la force de l'équipe. Je suis un peu déçu que Marie-Pierre ait parlé d'agilité parce qu'elle voulait qu'on se trouve un mot pour la fin, puis c'était ça que j'avais choisi. Fait qu'il va falloir que je m'en trouve un autre. Mais qu'est-ce que ça va avoir l'air demain, dans un an? C'est encore tôt pour être capable d'avoir une vision claire, mais chose sûre, c'est que on vient de changer tous les paradigmes, je pense, du monde des affaires puis du monde en général. Ça va ramener tout le monde à des valeurs un peu plus de base. Tu sais, je pense qu'on vit toute la même réalité. Tout le monde, depuis au moins une dizaine d'années, vit dans un monde d'abondance, de consommation, de voisins gonflables, de tout ce qu'on veut. Je pense que la situation qu'on vit là va avoir un gros effet sur les gens puis de nous ramener à la base. Pour nos entreprises aussi. Veux pas, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé puis tout le développement rapide qui s'est fait justement dans les 10 dernières années, je pense que personne ne s'attendait à ce que quelque chose comme ça arrive. On se disait tous que c'était impossible. Mais là, on en a la preuve aujourd'hui que ça se peut, puis c'est là. Fait qu'on va tous devoir être plus agile, puis avoir des scénarios dans ce style-là. Ça ne veut pas dire de piler de l'argent comme des écureuils. Je pense qu'il faut continuer de se développer. Puis il va y avoir toutes sortes d'opportunités qui vont sortir de cette crise-là. Puis c'est ça que les entreprises vont devoir être capables de saisir puis de voir les choses différemment. Fait que exactement ce que ça va être, on va voir. Puis il faut suivre. Pour l'instant, il faut suivre l'actualité puis s'adapter. Il faut être capable de s'adapter et d'être agile. Merci, Patrick. C'est intéressant. On parle beaucoup, Marie et moi, quand on forme aussi beaucoup d'adaptation. Là, je pense qu'on est testé tout le monde d'une façon un petit peu rude, mais bref, c'est ça. On est rendu là, s'adapter. Catherine, dans le contexte où ça change à tous les jours, qu'est-ce qui vient avec ça? Qu'est-ce qui résonne chez toi puis comment tu vois ça? En fait, dans le contexte que ça change à tous les jours, pour moi, c'est pas un problème d'agilité parce que nous, ça a été vraiment... tu sais, en conseil en management, si t'es pas agile, ça va un peu mal parce que tes clients, il faut que tu bouges plus vite qu'eux pour être capable de les amener ailleurs. Donc, ça déjà, mais moi, c'est plus la fatigue que ça crée
cette information-là à compte-goutte, pour moi, est pire mentalement que d'avoir comme des gros junks d'informations. Personnellement, moi, la gestion de changement informatique, que le gouvernement est excellente d'ailleurs, là, tu sais, c'est d'un point de vue sociétal, je trouve que c'est excellent. D'un point de vue dans ma tête d'entrepreneur, je trouve ça très fatigant. Puis si je me reporte dans un an de quoi ça va avoir l'air, ben tu vois, moi, ça a été, depuis hier, c'est déjà un peu ce que je suis en train de faire. Il y a quand même des belles choses qui se passent parce que nécessairement, cette crise-là nous montre des faiblesses que nos entreprises ont. Nous les montre comme en très gros et en fluo. Puis je pense que c'est des choses que de repartir, c'est con, là, mais d'avoir un shutdown, si on peut dire ça de même, ben, ça va nous permettre de repartir au mois de mai avec des nouveaux paradigmes. Ça va être le temps. Tu sais, avec nos employés, je pense réellement qu'il y a une opportunité en or de repartir sur des bases différentes, solides, qui vont faire tout son sens, que pour moi, même je me le suis noté dans mes choses à faire moyen terme, là, c'est de redesigner le travail chez Koboom. Donc, nécessairement, il y a un redesign à ce niveau-là. Jean-Pierre il est déjà en train de faire le redesign de notre offre. Il y a quelque chose de très positif parce que nécessairement, il y a peu d'opportunités dans une vie d'entreprise où il y a vraiment une coupure qui est pas nous qui avons choisi. Tu sais, en ce moment, là, clairement, c'est le gouvernement qui gère nos business. Mais par contre, la reprise, on a le contrôle sur la reprise. Puis pour moi, quand je me dis de quoi va ressembler dans un an, mais je pense que j'ai des opportunités de mettre des choses en place beaucoup plus rapidement que ce que j'aurais pu sans cette crise-là. C'est mon côté optimiste, clairement. Là. Je suis très, très, très optimiste. J'ai besoin d'optimisme pour avoir la passion. Mais moi, dans un an, je suis très optimiste. Mais est-ce que les choses vont changer? Certainement. Est-ce que ça va être avec tout le même monde? Je ne sais pas parce que ça ne m'appartient pas, mais je souhaite en fait que la version de Koboom soit meilleure en 2021 que la version qui était en 2019. Que, tu sais, je pense que ça m'oblige et ça me permet d'aller vers ça. Hey, merci Catherine, parce que je te dirais que dans les dernières journées, c'est certain qu'ayant une entreprise qui œuvre dans le même domaine que toi, ben on reçoit des messages de partenaires, de clients, puis ton optimisme fait vraiment du bien parce qu'il y en a beaucoup en ce moment c'est l'expression que moi et Marie, on aime bien, qui mangent leur bas. Fait que t'agis, je suis certaine, pour la plupart des spectateurs aujourd'hui, t'agis comme un bon rayon de soleil qui réchauffe, qui fait du bien. Puis je te remercie pour ça. Donc, merci, c'est super inspirant. Martin, comment ça se vit pour l'homme que tu es, pour l'entreprise, de vivre avec ces changements quotidiens-là? Ben écoute, moi, là, pour ce qui est de se voir dans un an, là, où on va être rendu dans un an, sincèrement, ça va dépendre quand est-ce que ça va repartir. Si ça repart fin mai, c'est une histoire, mais si ça repart au mois de décembre, ça va être une toute autre histoire. So, nous autres, on voit vraiment ça comme ça devrait être vraiment un monde d'opportunités. Il va y avoir des opportunités, on pense, nous. Par contre, pour ceux qui auront été résilients, qui auront été accommodants, je te donne un exemple. Moi, les Chinois, présentement, on a des dépôts à leur faire. On a de la grosse argent envoyé là-bas, avril, mai, juin, juillet, pour tout le stock d'automne. On négocie avec eux, mais tu sais, ce serait facile de dire, écoute, on cancelle tout, on garde notre cash, puis on ne livre pas nos clients, puis advienne que pourra. Mais c'est pas comme ça, dans le fond, qu'il faut penser. T'sais, nous, on est à l'inverse complètement. On donne nos dépôts en Chine, on fait tout ce qu'on a à faire. On a même promis à des clients, on en a un, là, on va devoir lui livrer, je ne sais pas, au moins 5-6 millions là, au mois d'août, au mois de septembre. On s'est mis au bat, là. Mais c'est un peu la raison d'être d'un entrepreneur. À un moment donné, il faut être responsable. Puis là, on vit quelque chose, on vit une crise, une vraie crise. Mais il ne faut pas se laisser non plus abattre par ça. Là. Je veux bien croire que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais théoriquement, on ne devrait pas non plus revoir ça de notre vivant. Donc, je pense qu'il faut s'adapter, puis on n'a pas le choix. C'est soit ça ou t'arrêtes. On est mieux de continuer, puis de saisir les opportunités en route qui vont se pointer. Merci, Martin. C'est intéressant. C'est intéressant aussi parce que c'est vrai que ça nous ouvre sur une porte, un monde, je dirais, d'opportunités.
Je parlais, on a eu une rencontre, je suis membre du groupement des chefs d'entreprise. Je sais que Catherine l'a dit, je ne sais pas si je n'avais parlé au début, désolée si je radote, mais on a eu une rencontre de club la semaine passée, puis on reparlait aussi de la relation à un moment donné avec le télétravail. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, des fois, quand c'est possible, parce que c'est pas toutes les entreprises qui peuvent se permettre d'offrir le télétravail, mais on se dit, tu sais, souvent en tant qu'entrepreneur, on se demande comment ça va aller rendu chez eux, tu sais, ils vont être aussi productifs. Fait que, tu sais, on se dit que ce soit que pour ça déjà, on parlait de paradigme tantôt, ça va nous amener aussi à revoir nos croyances parce que, bon, dans certaines entreprises, penser télétravail, c'est hyper limitant, voire impossible. Ben, peut-être que là aussi, ça va nous amener à assouplir certains trucs dans nos organisations. Reste à voir. Mais merci pour ça. Je te laisse continuer, Marie. En fait, un peu dans cette même lignée de cette troisième question, j'aurais envie de vous poser, si, mettons, on se projette dans 1 an, peut-être même 2, là, en fonction de la durée qu'aura cette crise-là, mais j'aurais envie de vous demander, soit personnel ou même professionnel, c'est quoi la leçon que vous pensez tirer de cette situation-là? Donc, qu'est-ce que vous pensez que vous allez retenir comme leçon, finalement? Donc, on recommence avec Annie. Bien, dans le fond, c'est un peu tous les principes qu'on se dit. Rien prendre pour acquis, avoir une bonne santé financière au niveau de l'entreprise, gérer tes stocks de façon efficace. Tu sais, écoute, on le sait tout, on essaie de tout le faire, mais là, présentement, là, ça vient nous dire, non, il ne faut pas juste que tu le dises, il faut vraiment que tu le fasses. Tu sais, c'est ça qui va... faut vraiment qu'on se retrousse les manches puis qu'on se dise, ben oui, il faut vraiment qu'on soit hyper efficace là-dedans. Tu sais, une petite entreprise comme la mienne, là, moi, un directeur financier, j'en ai pas. Mon directeur d'approvisionnement de stock, j'en ai pas. C'est tout moi qui fais tout. Fait que c'est sûr que j'ai des lacunes dans certains endroits, j'ai des forces, j'ai des faiblesses, mais ça me prouve que dans mes faiblesses, il ne faut pas que je le fasse parce qu'il faut que je le fasse. Il faut que j'aille chercher la bonne ressource qui va me permettre d'être méga efficace là-dedans, même si ça me coûte un petit peu de sous. Parce que dans un contexte comme aujourd'hui, c'est quoi qui ressort? C'est nos faiblesses. C'est ça qui nous fait mal. Fait que, tu sais, puis je dis ça parce que je suis une petite entreprise, probablement que je l'ai vu peut-être plus rapidement, mais pour une grosse entreprise, c'est un peu la même chose. Ça nous permet, j'aime beaucoup le côté positif que Catherine parlait tantôt, ça nous permet une façon de voir les choses de façon différente, puis de nous dire, ben oui, mon entreprise va rester en vie, puis oui, les éléments de mes faiblesses, il faut que je les revire en positif. Moi, c'est ça les leçons, je vous dirais, actuellement. Là, tu vas me parler la semaine prochaine, je vais en avoir d'autres. Là, mais actuellement, je dirais que c'est vraiment ça, sur ça que je me fais, que je réfléchis beaucoup puis que je me projette dans l'avenir par rapport à ça. C'est beaucoup tourné sur toi en tant qu'entrepreneur? Je dirais que oui, vraiment. Okay. Merci beaucoup, Annie, pour ta transparence. Patrick? La leçon, je dirais que c'est de se tenir plus au fait de l'actualité vraiment internationale, puis d'être capable de voir que ça peut se rendre à nous autres. Parce que, tu sais, comme on disait tantôt, je pense qu'avant le 16, là, en tout cas, chez nous, je suis peut-être pas ailleurs, mais on ne réalisait pas vraiment que c'était vrai encore. Puis je pense qu'on aurait pu être beaucoup bien plus proactif qu'on l'ait été. Puis c'est la grande leçon, je pense, qu'on a à faire. Puis comme Annie disait, c'est sûr qu'en période de crise comme ça fait ressortir toutes nos petites lacunes.
Puis en même temps, il faut voir l'opportunité que ça nous donne la chance de revoir nos manières de faire, puis tu sais, la pensée lean dans l'entrepreneuriat est toujours là, mais je pense que dans des situations comme ça, c'est là qu'on peut vraiment évaluer qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis repartir sur des nouvelles bases, puis faire les choses différemment. Merci, Patrick. Pour mettre un petit peu les gens en contexte, tu disais qu'on aurait peut-être pu le voir venir avec l'actualité. En étant en Abitibi, je ne veux pas nous déresponsabiliser, mais il y a toujours un apport de... On disait qu'il faut que ça traverse le parc de la Vérandrie. Là, hier, c'est ce qu'on disait dans la préparation. Mais nous, on a eu nos premiers cas cette semaine. Donc, en plus du Québec qui était... je pense à la Chine, l'Europe. Avant que ça touche l'Amérique du Nord, on était déjà quelques semaines plus tard. Donc, avant que ça touche l'Abitibi, on se sentait peut-être un petit peu plus protégé dans certaines... si on peut dire ça comme ça. Là. Fait que oui, mieux anticiper l'actualité, c'est ce que je retiens de toi, Patrick. Merci. Catherine? Moi, en fait, il y a plein de choses que j'apprends, entre autres... Personnellement, moi, j'ai appris énormément c'était quoi ma place comme leader dans une entreprise familiale où on est en processus de relève. Donc, nécessairement, ça a été un extrêmement beau apprentissage. J'ai la chance que mon père m'a laissé vraiment comme la garde. J'ai demandé que ça soit moi qui prenne mes décisions puis qui tranche par rapport à ça pour qu'il y ait un capitaine puis pas 8 têtes. Donc, dans le cas... avec Patrick sur le 14, ça doit être quelque chose, mais moi, j'ai pris le leadership là-dessus. Et ça m'a vraiment rassurée, en fait. Ça me dit comme quoi que moi, j'échangerais ma chaise d'entrepreneur pour rien au monde parce que moi, je trouve personnellement le plus grand apprentissage, c'est que j'ai la confirmation qu'on est plus en contrôle comme entrepreneur que comme employé. Que je pense que je vais être beaucoup plus un apprentissage. En fait, tu sais, comme entrepreneur, on essaie toujours d'avoir plus. On cherche tout le temps à avoir plus. Mon apprentissage, c'est d'être reconnaissante un peu sur ce que j'avais parce que je m'ennuie déjà il y a 2 semaines. Donc, d'être reconnaissante pour ce que j'ai un peu chaque jour, ça va être ça mon apprentissage d'apprécier en ce moment plutôt que de toujours vouloir plus, même si c'est correct de rêver, mais d'être satisfait de ce qu'on a, même si on rêve. Moi, ça va être ça mon principal apprentissage. Et si je peux me permettre, Catherine, ça fait combien de temps que là, tu dis que tu as demandé à ton père de prendre le leadership dans cette crise-là, mais tu es copropriétaire depuis quand? Depuis 2016. Donc, ça va faire depuis janvier 2016 que ça a fait 4 ans qu'on est co-entrepreneur. J'étais directrice générale en 2016. Le co-entrepreneur, on est venu depuis, ça fait maintenant 1 an qu'on partage vraiment la direction également. Puis, mon père est encore très jeune, donc il va être actif encore un certain moment. Puis, pour moi, ce n'est jamais été de dire comment on remplace, mais comment je fais ma place. Ça a toujours été ça dans le processus de relève. C'est pas de remplacer le succédant, c'est de faire sa place auprès. Je pense qu'il y a de la place pour tous au soleil, mais là, j'ai trouvé ma façon de faire ma place. Donc, lorsqu'on parle de collaboration, de transmettre les rênes puis de ne pas prendre tout le pouvoir, ça donne une belle opportunité pour toi de reprendre les rênes puis ensuite de transmettre ce savoir-là. On ne se le souhaite pas, là, mais si jamais il y a une autre situation de ce type-là, au moins, tu auras de l'expérience, si je peux dire ça comme ça. Exactement. Honnêtement, c'est un cours accéléré, ce qu'on vit, qu'on peut... il faut voir le bon côté des choses, là, honnêtement. Après, les entreprises qui vont avoir été assez résilientes pour passer au travers, on s'est entendu qu'après, ça va être... en amenant des défis, on va être prêt. Merci beaucoup, Catherine. On termine avec Martin. Écoutez, pour ma part, là, prévoir l'imprévisible, c'est un peu compliqué. Là. Par contre, depuis, je vous dirais, 6-7 ans, là, c'était un ciel sans nuages, gros soleil, la vie était belle pour la majorité des entreprises. Mais là, on n'a pas vu venir l'orage. Fait que là, ils ne mouillent pas à peu près, ils vendent bien fort. Il va juste falloir passer au travers. Anyway, il n'y a pas grand autre choix pour un entrepreneur que de faire face à ces genres de défis-là
Puis avec tout ce qu'on peut comme outil, outillé comme on peut, théoriquement, on devrait tous survivre à ça. L'idée, c'est d'en sortir le moins amoché possible, puis profiter de ce qui va se présenter. Hey, merci beaucoup, Martin. Je vous écoutais avec vos leçons, tu sais, puis je me retrouve dans tout ce que vous avez partagé, vraiment. Puis, tu sais, moi, je me rends compte que souvent, on met aussi... puis là, il y a mon père ou ma mère qui a écrit quelque chose, là, je ne sais pas c'est quel des deux, là, mais ça doit être ma mère qui a écrit, mais ça sonne Martin, là. Ne surtout pas oublier notre capital humain collaborateur. Avoir des gens qui nous entourent pour leur esprit d'équipe, d'innovation, d'appartenance afin que les défis soient plus faciles à relever. Puis quand j'ai lu ça, ça m'a fait sourire parce que, tu sais, en ce moment, là, puis c'est vraiment pas méchant, c'est pas négatif. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui déploient beaucoup d'efforts et qui mettent beaucoup d'énergie pour faire entendre les entreprises auprès des instances gouvernementales. C'est bien correct, le spotlight est très mis sur les entreprises, qui est bien legit, hein, parce que tout le monde travaille pour une entreprise. Fait que c'est logique. Toutefois, c'est ça, on parle beaucoup de, tu sais, tu en as parlé, Catherine, aussi tantôt, de la fatigue qu'on peut vivre en tant qu'entrepreneur, tout ça, mais les gens qui travaillent dans nos équipes, là, je trouve qu'ils sont résilients sur un méchant temps, parce qu'eux n'ont pas le contrôle qu'on peut avoir en étant entrepreneur. On a beau vouloir avoir une entreprise, je vais prendre le brand de Catherine, une entreprise responsabilisée. Chez Chevron, il n'y a même pas de nom parce qu'on s'inspire un peu de tout ça, mais on ne voulait pas se catégoriser dans rien. Il y a des entreprises qui sont hyper hiérarchiques. Il y a toutes sortes de formes de structures organisationnelles, mais reste que peu importe la structure que tu as, le fondateur ou le propriétaire de cette entreprise-là a une vision ultimement que les autres ne peuvent pas nécessairement avoir au même niveau que cette personne-là, je crois. Et les gens sont vraiment pris dans cette tourmente-là. Il y en a beaucoup qui se fient à nous, mais sont très, très, très résilients parce que si nous, on a l'information au compte-gouttes, eux aussi, parce qu'entre le temps qu'il y a des annonces faites et que nous, on prenne des décisions, qu'on réagisse, bien, ces gens-là pataugent à peu près dans rien. Donc ça, moi, en tout cas, c'est vrai, c'est un bon message, puis je trouve que, tu sais, souvent, on se dit, là, on est rendu à un moment dans nos vies où, en tant qu'entrepreneur, il faut faire de plus en plus confiance à nos gens. Bien, je pense que, en tout cas, personnellement, pour voir l'attitude des personnes chez Chevron, je leur lève mon chapeau parce que c'est pas une période évidente, puis il n'y a pas personne qui est parti fâché, il n'y a pas personne qui est parti en crise. Tu sais, tout le monde est conscient de la situation, donc c'est un bel apprentissage aussi qu'on peut faire. On serait rendu à la période des questions. Donc, je l'ai nommé au début, les personnes qui sont présentes les personnes qui assistent au webinaire, si vous regardez complètement en bas, dans la barre, il y a des différents pictogrammes. Il y a un pictogramme qui s'appelle Q et R. Donc, si vous avez une question que vous voulez adresser à un des invités, à Marie-Pierre ou à moi, peu importe, à qui que ce soit, un état d'âme que vous voulez partager, je vous invite à utiliser cette boîte de questions-là. On avait une question au départ qui nous demandait, avant cette crise, aviez-vous un plan de continuité en place pour ce type de catastrophe? Puis si oui, est-ce qu'il est assez robuste? Puis sinon, allez-vous en prévoir un pour le futur? Est-ce que Catherine, Catherine, tu avais déjà répondu, mais est-ce que tu voulais élaborer sur cette réponse-là? Oui, ben en fait, je pense que, tu sais, puis je connais des consultants qui faisaient des plans de continuité, là, honnêtement, en ce moment, dans les plans de continuité, il n'y a personne qui avait des... Tu sais, parce que il fait une 50aine, lui, de plans de continuité avec des entreprises par année, puis lui, il n'y a personne qui avait prévu une crise sanitaire. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous, personnellement, on n'en avait pas. On avait, tu sais, on avait des plans pour quand nos activités baissent, mais de là à ce qu'on planifie des activités qui arrêtent, pas du tout. Est-ce qu'on va en avoir un en l'avenir? Sûrement, mais en même temps, ce que je me dis, c'est que là, honnêtement, le plan de continuité, pour moi, c'est bien plus d'avoir un fonds de prévoyance. Et moi, je réfléchis beaucoup à dire quel pourcentage de mes profits je vais mettre de côté chaque année pour vivre, pour poursuivre à travers ça, que je vais mettre dans un compte
qui ne sera pas en dividende, qui ne sera pas dans mon compte courant, qui va être dans un compte épargne vraiment séparé. C'est plus ça que je pense, parce que le plan en soi, je pense que il change à chaque jour en ce moment, que je risque plus de mettre en place un fonds de prévoyance. Puis même chose de voir avec mes collaboratrices comment eux mettent leur fonds de prévoyance aussi en place. Donc, c'est plus l'aspect financier, parce qu'après, personnellement, je me dis, il y aurait une autre crise sanitaire, mais on vivrait la même chose. Merci, Catherine. On a une question ici de Gabrielle qui demande: que pensez-vous de la vente en ligne? Exemple, on a un site de vente en ligne. Que pensez-vous que j'aille au bureau, pacter des boîtes, aller au bureau de poste, aller livrer tout ça pour des pièces de motoneige? C'est pas tant essentiel, mais si elle ne le fait pas, ça va peut-être être son voisin qui va faire les ventes. Donc, qu'est-ce que vous auriez à répondre à Gabrielle? Ben, écoute, moi, si je peux me permettre, plusieurs de nos gros clients ont des sites transactionnels. Moi, c'est pas notre cas, c'est pas notre but, mais ceux qui ont des sites transactionnels présentement, il y en a même qui les ont carrément fermés. Leur shipping est arrêté. Par contre, ce qu'on voit présentement, c'est que ceux qui sont restés ouverts, les gens n'ont pas tant la tête à commander en ligne. Là, pièces de motoneige par chez vous, c'est peut-être une exception, mais je te dirais que les ventes en ligne, présentement, c'est pas la folie furieuse. Les gens ont d'autres préoccupations. Je pense que quand tu te mets au chômage, tout ça, aller t'acheter une paire de culottes, c'est peut-être ton deuxième choix, là. Fait que, écoute, nous, c'est ce qu'on voit dans notre domaine. Peut-être que dans d'autres domaines, c'est différent, mais je pense pas que ce soit la panacée, là, les ventes en ligne présentement. Martin, je fais du pouce. Gabrielle vient d'ajouter qu'elle a eu 7 pages de commandes ce matin. Fait que visiblement, la réalité régionale nous dépasse. Effectivement. Écoute, mais c'est ça. Probablement que ça dépend des priorités des gens, là. Si le gars, lui, sa priorité, c'est de s'acheter des patins pour sa motoneige parce qu'il y a encore de la neige par chez vous, c'est différent, c'est sûr. Exact. Merci. Ce qui a été annoncé ce matin, juste pour donner un peu d'infos, il y a plusieurs minières qui, au lieu de mettre leurs gens sur le chômage, ont décidé de continuer de les payer à leur plein salaire. Fait que ça change toute la réalité aussi. C'est vrai, bonne info. Merci, Patrick. On a une question ici de Charles. Comparez-vous la crise actuelle à une sorte de récession pour notre économie? Ben, en fait, c'est plus qu'une récession, selon moi, là. C'est parce que je pense que d'un point de vue économique, il va clairement avoir un ralentissement. Il disait justement, il y avait un article, parce que moi, je vis à Trois-Rivières, puis il y avait un article à Trois-Rivières qui disait qu'avant que la ville de Trois-Rivières reprenne son souffle, ça va prendre 2 à 3 ans. Donc, est-ce puis là, ça, c'est juste Trois-Rivières, hein, on s'entend. C'est pas Montréal, c'est pas Québec, c'est pas Abitibi, ça va être quoi? Est-ce que c'est une crise économique? Un peu, si on dit avec le fait que ça va prendre 2 à 3 ans avant de retrouver la croissance qu'il y avait avant la crise. Puis même, écoute, moi, je dirais, présentement, ce qu'on voit, c'est que le marché numéro 1 de la Chine, c'est l'Europe. L'Europe, présentement, c'est fermé. Il n'y a rien qui se passe là. Donc, ça, c'est pas bon pour les Chinois. Leur autre économie, c'est les États-Unis. Donc, c'est une autre prise au bâton, là. Il n'y aura rien. Ça va être une crise sans précédent, puis ça va être mondial, là. Je veux dire, ça va être quelque chose d'un peu dur à expliquer, mais c'est sûr que comme tu dis, c'est plus qu'une récession. Ça va être un arrêt pratiquement de l'économie pour une très longue période, là, tu sais. Vraiment, puis il y a certains sur LinkedIn qui disaient comme quoi qu'il allait y avoir plus de morts d'entreprises au Québec que de morts humains. Je pense que puis après, c'est pas pour sous-estimer la mort d'humains, mais je pense que ça va être une réalité, là. Oui, puis il y a aussi le fait que présentement, ce qu'on voit, c'est notre dollar qui est malmené, terrible. Mais il y a la monnaie chinoise, le yuan, normalement, est insensible à peu près tout. C'est une monnaie qui est très, très, très stable. Mais même là présentement, ils se font malmener. C'est incroyable, là. Donc, à quand on va revoir une stabilité au niveau économique? Ça, c'est une question que personne ne peut répondre, je pense, en ce moment.
Merci. Juste Merci. avoir tous les fonds d'urgence qui sont débloqués par tous les gouvernements partout, cet argent-là, elle tombe pas du ciel. Là. Fait qu'à un moment donné, ça va être quoi l'impact réel que ça va avoir à moyen terme dans le monde? Je pense que présentement, personne ne peut vraiment mesurer ce que ça va donner exactement. T'sais, on voyait hier que pour stimuler l'économie, les Américains voulaient débloquer un fonds d'urgence de 2000 milliards. Ça fait comme juste pas de sens, tu sais. En effet. Ben, écoutez, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais sinon, je vais laisser Marie tendre vers la conclusion. En fait, comme j'ai vendu le punch ou que Patrick a vendu le punch tantôt, tant qu'à avoir 4 gentils, généreux et expérimentés collaborateurs, j'aurais envie de vous poser encore à tour de rôle si vous aviez une compétence, une qualité, une valeur, à la limite, ça pourrait être ça aussi, qui en ce moment fait en sorte que vous avez encore la tête hors de l'eau, que vous avez, moi j'entends un message d'espoir aussi là, et d'optimisme dans chacun de vos partages. J'aurais envie de vous le demander en un mot. Donc, je vous accorde une phrase parce que je sais que ça va déborder, mais c'est quoi en ce moment la compétence, la valeur ou la qualité numéro 1 qui vous permet ou qui vous permettra de survivre, et pour reprendre les mots d'Annie hier, de survivre à cette crise-là. Alors, on commence par Annie. Donc, Patrick, tu as le temps de réfléchir à autre chose qu'agilité. Oui, hier, je disais aux filles puis aux autres panélistes, pour moi, le mot survie est vraiment dans un contexte très, 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 je vous dirais, là, c'est le plus beau mot, c'est le mot le plus qui me vient vraiment à l'esprit, c'est la capacité que moi j'ai d'être confortable en situation d'urgence, d'être confortable au niveau de la gestion de mon stress. La capacité de penser à l'autre, parce que nos employés, il faut en prendre soin. C'est difficile de dire ça en un mot, là, mais de tomber en mode survie, ça nous ramène toutes sortes de valeurs que probablement qu'on savait qu'on avait, mais on est dedans, là. On est direct dedans, puis il ne faut pas lâcher. Puis maintenant, le gouvernement va penser plus aux entrepreneurs, puis c'est sûr que ça va nous prendre des prêts pour payer nos fournisseurs, ça va nous prendre des prêts pour essayer de survivre, ça va nous prendre, mais on va y aller au jour le jour, puis on va essayer de trouver des solutions. Il faut voir ça de même. Merci beaucoup, Annie. Patrick, as-tu le temps de réfléchir? Ben, vu qu'on se connaît quand même bien, je n'avais pas pris de chance hier, j'avais tenté 2. Le deuxième mot que j'avais noté, c'était équipe. Je pense que c'est comme ça qu'on va venir à bout de passer au travers de ça. Puis une chose qui a ressorti beaucoup dans toutes les discussions aujourd'hui, c'est à un moment donné, c'est l'énergie. Il ne faut pas que toutes les responsabilités, au final, tombent seulement sur les épaules d'une personne. Je pense qu'il faut amener nos équipes à être au courant. Fait que dans ça, il y a la communication qui passe. Faut donner de l'information, puis il faut être capable de se faire des passes pour être capable d'avancer là-dedans, puis de garder tout le monde assez agile. Il faut garder agile quand même aussi pour passer au travers de cette crise-là. Puis après ça, d'être capable d'avoir les opportunités parce que ça peut changer des choses dans nos équipes aussi. Selon les opportunités que chacune de nos organisations vont décider de saisir, bon, ben, peut-être qu'il y a des rôles qui vont évoluer dans ça aussi. Fait que c'est ensemble qu'on va passer au travers. Merci beaucoup. Catherine? Moi, je dirais avec la créativité. C'est, je pense, la compétence que j'utilise le plus en ce moment. Puis je pense que ce qu'il va nous falloir pour se réinventer, créativité à tous les niveaux, la créativité au sein de notre entreprise, la façon qu'on travaille, créativité avec nos clients, créativité pour laisser tomber nos paradigmes. Donc, non, je dirais pas plus que ça, créativité. Créativité, merci beaucoup, Catherine. Et on termine avec Martin. Bien, pour ma part, là, dans une espèce d'histoire rocambolesque, là,
comme on vit tous présentement, je pense que, en tout cas pour nous autres, ça va être de l'adaptabilité puis de la résilience. Il va falloir s'adapter à ça parce qu'on est... Je pense que c'est là pour... ce genre de climat-là devrait perdurer, d'après nous autres. C'est quelque chose qui ne s'était jamais vu, mais ça va peut-être se revoir. Maintenant, avec la mondialisation, écoute, on n'est plus à l'abri de rien. Donc, il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter absolument, puis être résilient, se penser moins invincible qu'on l'était, puis essayer d'être prévoyant. Merci beaucoup, Martin, Catherine, Patrick et Annie pour cette phrase qui résume bien, je pense, tout ce que ça va nous prendre en tant qu'entrepreneur, puis même en tant qu'humain aussi pour traverser cette crise-là. Je laisserai peut-être... il y a une dernière question qui a été posée par Joe. Donc, j'ignore de qui on parle, mais quelle opportunité voyez-vous en général pour les entreprises présentement et pour le futur? Est-ce qu'on a un collaborateur qui voudrait se lancer? Aidez-moi. Présentement, je vais t'avouer qu'à part posséder une épicerie ou une pharmacie, il n'y a pas grande opportunité. Fait que je pense qu'il est mieux de prévoir les opportunités pour plus tard. Mais il va en avoir. Ça, c'est sûr. C'est sûr que le monde des affaires n'arrêtera pas demain matin. Donc, écoute, moi, je termine en vous souhaitant bonne chance à tous. Puis en vous remerciant, Marie-Pierre et Bénédicte. C'était pas mal de fun. Faites bien ça. Bien, merci. Merci à vous de votre participation. Puis pour moi, c'était vraiment important de terminer ce webinaire-là en nommant quelques petits trucs. Première des choses, il était enregistré sur le tard, mais on a parti l'enregistrement. Je ne vous cacherai pas que j'étais un peu stressée, fait que j'ai oublié de peser dessus au début. Fait que quand je m'en suis aperçue, j'ai pesé. Fait qu'il va être enregistré. Ensuite de ça, je voulais quand même ajouter un petit spotlight sur Catherine pour les personnes qui nous écoutent. Je trouve ça vraiment très, très cool parce que Koboom ont fait un guide pour aider les entreprises en ce moment. Fait que si vous allez sur la page de Koboom, sur le Facebook, LinkedIn, hein, j'imagine, Catherine, que tout est là pour aller... partout, oui. Puis je pourrais même te redonner le lien si tu veux le partager. Parfait. Donc, ça, c'est super intéressant. La semaine dernière, j'ai assisté, je sais que Martin aussi, il y avait un Facebook Live de Serge Beauchemin qui était aussi connecté avec François Lambert, Nicolas Duvernois et Ruth Vachon. C'était super intéressant, puis ils se sont donné rendez-vous demain soir à 7h. Donc, j'ai trouvé la discussion super le fun la semaine dernière. Et Serge Beauchemin a aussi fait un document, là, je ne veux pas dire dans le même style que Catherine, parce que c'est assez différent, mais ça peut inspirer, aider aussi. Il y a plein de groupes qui se sont formés sur les médias sociaux, donc pour s'entraider. Il y a plein de... Tu sais, moi, je suggère aux gens de se tourner vers les personnes qui les aident déjà. Ils ont certains, peut-être des coachs, des consultants. Tout le monde a monté des outils. Tout le monde est prêt à partager. Tout le monde veut se donner un coup de main. Donc, moi, j'invite vraiment les gens à utiliser les outils qui sont mis à votre disposition en ce moment. C'est super intéressant puis ça peut nous donner un bon coup de main. Donc, pour ma part, je remercie les 4 personnes qui ont été présentes avec nous ce midi. Super, super généreux de votre part. On a eu des beaux messages. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de les voir. Il y a eu plein de messages. Merci de votre partage. C'est super intéressant. Ça fait du bien. Il y a eu toutes sortes. Vous regarderez. Là, c'est vraiment, vraiment tout à votre honneur. C'est ça. Merci beaucoup pour votre générosité. Fait que pour moi, ça a été un honneur de vous accueillir dans les bureau de la matière, en tout cas, bref, sur les internets. Et je ne sais pas si Marie, tu vas ajouter quelque chose. Bien, en fait, je voulais remercier naturellement nos 4 collaborateurs sans qui ce webinaire-là n'aurait pas eu lieu. Comme Bénédicte le disait au départ, on voulait faire un webinaire sur le recrutement de personnes clés. Dans le contexte actuel, on trouvait que c'était plus intéressant de vous donner peut-être d'autres versions, d'autres opinions
d'histoires d'entrepreneurs. Je veux également remercier les gens qui se sont inscrits parce que force est d'admettre que parler à 6, c'est le fun, mais parler devant des gens, c'est agréable aussi. Puis les commentaires nous disent que je pense qu'on a eu raison de le faire. Donc, merci aux gens qui se sont inscrits et qui visionneront peut-être plus tard le pourcentage que Bénédicte a réussi à enregistrer. Donc, merci beaucoup. Puis si jamais vous avez d'autres questions pour Bénédicte et moi, on va rester en ligne encore quelques minutes. Là. Donc, si jamais vous avez des questions, soit sur le chat ou dans le module de questions, on va pouvoir prendre le temps du moins de les noter puis de les transférer à nos collaborateurs par la suite. Alors, merci beaucoup. Puis, je vois déjà les gens qui se déconnectent. Alors, je vous souhaite bonne chance, bon succès dans cette situation-là. Puis, au plaisir de vous recroiser quand tout sera terminé et on pourra se serrer les coudes pour vrai cette fois-ci. Merci les filles. Merci à tout le monde. Bonne journée. Bye. Bye, merci. Merci tout le monde. Bye-bye. Salut. Merci. Merci, FX. T'as bien raison. Moi, je suis pleine de gratitude aujourd'hui. Je trouve ça vraiment génial que les gens aient embarqué avec nous autres là-dedans. C'est le fun. Aussi, beaucoup de personnes qui ont participé à ce webinaire-là. On ne savait pas trop, en fait, Marie et moi, quand on a lancé ça. On s'est dit, on s'attend à quoi? 4 personnes, 2 personnes, 12 personnes? On ne le sait pas. Finalement, en tout et partout, dans les inscriptions, on était quand même plus de 70. Puis il y a des gens qui m'ont écrit qui voulaient le lien en différé plus tard. Donc, c'est le fun de voir que les gens veulent tous être ensemble puis s'aider à travers cette crise-là. Merci, François-Xavier. Marie, toi, de ton côté, est-ce que tu vois autre chose? Non, j'essaie de lire les commentaires que j'ai manqués au courant. Je sais qu'il y a déjà des gens en ligne, mais je ne sais pas si c'est des gens qui sont partis gérer leurs enfants et qui ont oublié de se déconnecter ou si c'est des gens qui ont des questions. Bon, ben bye les girls, je me déconnecte. Yes, merci Annie. Hey, bye. Salut. Salut Annie, merci. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vois qu'il y a encore des gens en ligne, comme tu disais, ils ont peut-être juste dû quitter. On va mettre fin à la réunion. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, il reste 5 personnes, je crois. Ça se déconnecte, mais s'il reste quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions s'il y a lieu. Donc, Marie, c'était un plaisir. Merci. Ici Bénédicte pour la matière. Donc, blague à part, je vais terminer la réunion. Merci. Parfait, bye. Salut.